Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 14 mai 2023. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants. La semaine dernière, Olivier Masmonteil invitait Tim Heitel et aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de recevoir Anne-Laure Sacriste. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Damien. Pour les gens qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions tout au long de l'émission. On les posera ensuite à la fin. Et vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. Il y a déjà 71 heures d'interview, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouveautés, à liker, partager vos vidéos préférées. Avant qu'on commence, je tiens à remercier Thomas du fond du cœur pour tout le travail accompli sur cette chaîne des Apparences, et puis aussi à Niels qui a rendu tout ça aussi possible et qui nous accompagne aussi dans cette émission. Donc, on va commencer en regardant cinq de tes peintures qui résument ton travail et ton parcours, Anne-Laure. Donc, on attaque avec la composition de cuivre, chute florale, qui est un travail polyptyque de 100 x 73, acrylique sur toile, plaque de cuivre gravée, pliée. Donc, tu vas nous raconter un peu plus en détail de quoi cela est constitué. Un travail qui date de 2013-2014. Alors peut-être tout d'abord, je peux dire un tout petit peu mon cursus en fait parce que j'ai fait les arts appliqués, un BTS art et impression, textile art et impression, et puis après j'ai fait les beaux-arts en fait en peinture, notamment dans l'atelier de Velikovic, et puis aussi j'ai travaillé avec Richard Baquier jusqu'à son décès brutal en fait, mais donc c'était avec des pratiques différentes. C'est important pour moi d'avoir fait les arts appliqués parce qu'on retrouve beaucoup cette synthèse dans mon travail entre les arts décoratifs et la peinture et notamment la gravure en fait. Donc voilà, enfin, en préambule, je pensais que c'était important de dire ça. Ça a été compliqué de choisir cinq tableaux, enfin cinq œuvres. Alors moi, c'est vrai que dans mon travail, de plus en plus, il y a ces idées de composer des polyptyques avec des éléments hétéroclites. Donc, j'ai arrêté là mon choix pour cette première image avec cette composition, donc comme tu l'as décrit, avec deux cuivres gravés et pliés et deux peintures noires. Ça fait partie d'une série que j'appelle Orion aveugle, qui a donné naissance, en fait, les peintures, avant qu'il y ait eu une exposition, elles ont été d'abord faites dans une année où je faisais pas grand-chose et où, en fait, j'ai décidé au fur et à mesure de faire une publication. Donc, c'est un recueil qui est chez Shelter Press, qui sont des éditeurs essentiellement de musique, mais qui sont super. Voilà, c'est ce livre avec une image du divan de Freud. Pourquoi Freud? Alors, je fais une toute petite digression. Tu m'arrêtes quand je fais trop de digression parce que parfois, on C'est comprend parfait. rien de ce que je raconte. Freud, c'était vraiment. D'abord, j'ai une pratique, moi, de la psychanalyse. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et en plus, parce qu'il y a cette idée d'association libre, en fait, d'éléments. Et ce livre, en fait, est un espèce de livre sans texte, avec ces idées il y a un tableau par page et puis des propositions de composition, comme un jeu visuel, en fait. Il se trouve que Clément Dirier, qui avait un espace à l'époque à côté de l'hôtel de ville, m'a proposé en fait de faire une exposition et donc j'ai pu ensuite matérialiser dans un lieu public ce livre. Mais du coup, c'était une démarche un petit peu, qui m'a plu de d'abord travailler l'espace dans un livre avant de travailler dans un vrai espace en fait. Voilà. Et donc pour revenir à cette série Orion aveugle, qui est aussi, c'est aussi Nicolas Poussin. C'est un tableau que j'ai filmé au Met, que j'aime beaucoup. Et c'est aussi un texte de Claude Simon. Claude Simon a fait un livre en fait que d'images au Sentier de la Découverte qu'on peut voir à la bibliothèque Kandinsky à Beaubourg. Et il a fait un livre avec un prologue et un dessin en fait, un dessin qui est complètement labyrinthique et en fait qui essaye de saisir qu'est-ce que ça veut dire, quel est le moment de la création et qu'est-ce que c'est que se mettre au travail en fait et comment on arrive à un tableau en fait, comment on passe à un tableau ou à une écriture ou à un objet créatif. Et alors il y a un point et puis en fait il fait tout un truc comme ça qui dure certainement très très longtemps et on revient au point de départ en fait. Donc voilà, ça fait partie des éléments
qui m'ont aidé en fait à moi ressaisir mon travail parce que je pense que 2014 était un moment pour moi où dans mes séries de travaux, je savais plus très bien où j'allais et c'est finalement en les travaillant ensemble, en les associant, en les confrontant, que j'ai pu recommencer à travailler. Euh, Juste, je déroule mon truc, mais tu m'arrêtes quand tu veux. Juste peut-être la présence du cuivre. Je sais pas si j'en Oui, parle. oui, moi aussi, je suis moi-même assez surpris que tu commences par ce travail-là parce que tu as quand même tout un travail de peinture que tu mets en place pendant des années auparavant. Enfin, tu commences par une crise, mais il y a quand même, je sais pas, j'imagine peut-être 10 ans de travail en préalable. Et c'est peut-être justement l'arrivée dans ton atelier de cette peinture élargie dont tu parles qui est que tu considères comme une espèce de moment zéro finalement dans le travail. C'est assez intéressant. Je me permets juste une toute petite remarque enfin, sur ce livre que je trouve vraiment magnifique. Et effectivement, on sent le désir que la publication soit elle-même déjà une réflexion sur l'exposition, enfin, que ce soit déjà la matière. Il y a déjà un espace dans ce livre. J'aime beaucoup cette tension entre la mise en page et l'exposition à venir, quoi. C'est très beau. Bah, merci. Je pense qu'effectivement, on pourrait faire une émission que là-dessus, sur ces relations entre les publications des artistes, enfin des peintres, et des espaces réels et la manière dont ça dialogue ou ça se rencontre, hein, ça se frotte. Oui, effectivement, enfin, juste pour dire qu'il y a eu toute une période en 2006 avec une exposition chez Art Concept et toute une série de peintures noires qui s'appelait Mystery, en fait, qui m'ont occupée pendant 2, 3 ans. Et puis après, une série qui ont été montrées notamment chez François Guébali à Los Angeles, qui s'appelait Les Paradis Artificiels, en fait, et qui était un petit peu une antithèse des peintures noires, avec l'idée dans les peintures noires qu'on est dans une idée de, comment dire, d'aveuglement et avec où ça aspire le regard. Et la partie paradis artificiel, c'était plutôt des dessins, des peintures réfléchissantes où j'avais commencé à utiliser des pigments iridescents et avec une peinture un petit peu du côté de Waterhouse, du côté des Anglais de cette période-là. Et je suis arrivée à un moment où, en fait, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir fini un peu enfin, il y avait un arrêt dans ces séries qui étaient menées enfin, à la suite les unes de l'autre. Et en 2014, il y a eu un peu cette idée de synthétiser ces séries, enfin de manière inconsciente en fait, et qui ont donné lieu, du coup, le polyptyque était aussi une manière assez pas simple, mais logique de ressaisir le travail. Hein. Et est arrivée en plus cette matrice, enfin ces plaques de cuivre en fait qui au départ ont existé dans mon travail aux Beaux-Arts, puisque en fait quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, je dois dire que c'était des années où on était libre aux Beaux-Arts, où on n'avait pas de prof qui vous donnait des trucs à faire pour le lendemain, avec des workshops toutes les semaines et des choses. Et on était complètement livrés à soi-même aux Beaux-Arts de Paris. Et donc, moi, j'étais complètement perdue parce que j'arrivais d'un BTS textile où j'avais travaillé pour Hermès, où j'étais déjà engagée avec une vie professionnelle. Et du coup, ma liberté, en fait, c'était compliqué à gérer et je savais pas quoi faire. Et la gravure a été, par les contraintes et par toute la démarche, en fait, a été pour moi salvatrice et extrêmement stimulante. Et en plus, je me suis rendu compte, mais bien longtemps après, que tous les gestes de graveur, en fait, que je vais pas détailler complètement ici, mais qui sont des gestes où on délègue aussi le travail quand on plonge une plaque dans l'acide après avoir dessiné sur le fort. C'est pas vous qui dessinez sur la plaque, c'est l'acide qui fait le travail. Donc il y a tout ce côté accident. Quand en fait, il y a aussi le moment de la révélation de la plaque. En fait, quand on l'encre, que le passage au noir et puis on l'essuie et tout d'un coup que l'image apparaît. En fait, ce sont des gestes qui sont du coup très importants dans mon travail. Cette idée de l'apparition de l'image, comment l'image surgit du noir et ce truc aussi de l'accident, enfin, là, avec la chimie du perclos de cuivre, qui va vraiment dessiner à la place enfin, pas à la place de la main, mais disons qu'il y a une espèce de collaboration qui s'effectue et qui donne, enfin, voilà, qui fait qu'il y a une image possible, en fait. Donc ça, c'est enfin, ce truc de l'accident, de déléguer un geste, c'est des choses qui, du coup, opèrent dans mon travail et qui, à travers là ces plaques de cuivre,
qui d'ailleurs ont été, je crois que j'ai fait un tirage de chaque, hein, mais après, en fait, le tirage, je l'ai rangé, c'était pas ça qui m'intéressait, ça a été un moment, vraiment, la plaque de cuivre comme sculpture et comme bas-relief que j'ai eu envie d'intégrer dans ce travail. Et là, on le voit quand je parlais d'Orion aveugle, d'aveuglement et d'éblouissement, avec cette espèce de contraste, on se rend pas forcément compte à l'écran, mais les matières des tableaux noirs sont des matières acryliques noires, mais extrêmement mates, très travaillées, presque comme des monochromes dans lesquels il y a là, chute florale, il y a un dessin de feuillage fait avec des pigments iridescents qui donc, on va dire, jaillit comme ça du noir. Et les plaques sont gravées avec un motif, un dessin fait sur le motif, en fait, c'est-à-dire un dessin de ronces et de nature, en fait, que j'ai fait d'abord par carnet et que après que j'ai reporté sur la plaque de cuivre, en fait, mais qui était dans pas, Ouais. pas d'une image, en fait, hein. C'était important pour moi que ça soit fait dans la nature. Pour la peinture aussi? La peinture, il me semble que non. La peinture, à cette époque-là, je travaillais beaucoup avec un Nikon argentique et c'est des feuillages que j'ai pris en photo et qu'ensuite j'ai reporté sur la peinture, en fait. Donc, il y a l'idée aussi de transfert qui est pour moi cette idée de projection qui a lieu. Enfin, c'est pour moi, c'est aussi des termes analytiques, en fait, qu'on a en psychanalyse qui sont intéressants. Voilà, qui sont, la toile est liée à l'écran et à la projection et au cinéma, évidemment. D'accord. Je trouve ça aussi intéressant, la notion de risque qu'il y a dans la réalisation de ces pièces-là, parce que peindre sur un fond noir laisse aucune place à l'erreur, et la gravure est aussi justement une pratique où ça se joue sur le fil, où le moindre dérapage restera à jamais comme ça gravé dans cette plaque. Enfin, il y a quelque chose dans ta pratique justement qui est de l'ordre de la tension et que je trouve vraiment très, 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 très importante. Si t'es d'accord, on peut passer à la pièce numéro 2 qui est Ouais, Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que parfois il y a un geste quasiment, je pense à la calligraphie japonaise, il y a un grand temps de concentration avant de peindre et avec beaucoup de ratés en fait, et de toiles que je jette parce que comme tu dis, il n'y a pas de repentir possible sur les fonds noirs en fait. Oui, voilà, c'est tout. ok. Et c'est intéressant, enfin, cette idée justement d'absence de repentir. Du coup, tu jettes beaucoup parce que c'est Oui, effectivement quelque chose qu'on réalise absolument pas quand on n'est pas dans le secret des ateliers, mais je pense que c'est peut-être dire la vérité là-dessus. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je détruis, je ponce et je refais des couches. Il y a tout un travail, oui, 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 c'est tout à fait. Il y a beaucoup de déchets, enfin pas beaucoup, mais quand même du déchet, ouais, ouais. Ouais, là, il y a de l'archéologie, quoi. Ouais. Est-ce que, si tu es d'accord, on passe à ta deuxième œuvre, qui est ton Madame de Sénone, acrylique sur toile de 106 sur 84 centimètres, réalisé en 2014. Oui. Euh, oui. Non, juste, ça, je sais que tu es à Nantes, je dévoile ton endroit, mais en fait, j'ai mis 2014, mais il y en a eu plusieurs, en fait. Donc, j'ai pris celle-là de 2014, mais il se trouve qu'il y a une Madame de Sénone que tu peux aller voir dès demain si tu la connais pas, lui dire bonjour au musée des Beaux-Arts de Nantes, en fait. Et moi, quand j'étais aux Beaux-Arts il y a fort longtemps, en 95, 96, j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de foudre devant ce tableau, en fait. Et j'ai eu la carte postale de Madame de Sénone pendant très longtemps dans mon atelier. C'était un peu ma muse. Et puis, je sais pas, il y a eu un jour, mais enfin, je sais pas, en 2007, 2008, j'ai eu une envie, j'ai pensé cette femme, enfin, le tableau de Ingres, euh, enfin, c'est pas une pensée magique que j'ai inventée, hein, mais il m'est apparu complètement abstrait ce tableau. Enfin, il y a eu je crois, Rifkin, c'est d'ailleurs qui a parlé de ce tableau comme un tableau abstrait. Et j'ai comme un monochrome en fait. Et je sais pas, j'ai eu envie. Du coup, il fait partie d'une série où il y a 4 portraits de Ingres que j'ai retournés. En fait, ça s'appelle Reflective Thought. Et en fait, il y a eu cette envie de le passer au noir et d'avoir une image. Alors, on se rend absolument pas compte à l'écran, mais en fait, il y a un fond argenté et qui est très ambivalent en fait. Et selon la place du spectateur, hein, eh bien, vous allez voir un monochrome et en bougeant, l'image va surgir et le portrait apparaître en fait. Donc, il y a encore cette idée d'apparition. Euh,
je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a après, je m'en suis rendu compte. Après, alors, c'est un tableau que j'ai fait plusieurs fois à des tailles différentes. Et là, je crois que c'est le format exact du tableau de Ingres au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Et il y avait cette idée de copie, mais en même temps de copie inversée. En fait, c'était important pour moi qu'il soit mis à l'envers. Voilà. Et il y a cette idée, je pense, aussi de ce rapport à l'image avec l'idée de la photographie du 19e, le daguerreotype, en fait. Il y a quelque chose comme ça, de cette image un peu fantôme, en fait, qui est là et oui, enfin, lors de l'apparition, en fait. Ouais. Et après, ce qui m'intéresse dans cet espace pictural, en fait, par rapport à, parce que finalement, c'est pour moi, au-delà d'un portrait, c'est vraiment cette histoire d'abstraction, figuration, avec un espèce de nœud, en fait, qui est le spectateur et qui, selon sa position, va voir un monochrome ou cette femme, en fait, lui surgir. Et ça, pour moi, c'est un tableau qui est important dans l'ensemble en fait qui va venir parce que c'est des problématiques conceptuelles qui sont au cœur de mon travail, de comment une image surgit et qu'est-ce qu'elle raconte et selon aussi les conditions de visibilité, de lumière, qu'est-ce qu'on en perçoit en fait. Et voilà. Et quand tu l'as travaillé, est-ce que tu avais besoin de cette distance avec le musée, avec la fréquentation de l'œuvre, en justement mettant au cœur de l'atelier cette petite carte postale, ou bien tu allais vérifier des choses sur place, tu allais regarder le tableau, le sculpter, l'analyser, pour justement essayer d'en percer les secrets, enfin, qui sont pas très bien, pas très bien camouflés dans le tableau, mais ouais. Non, en fait, d'abord, c'est une image quand même, enfin, Ingres, c'est quand même une peinture extrêmement lisse. Et en fait, je suis vraiment tombée en amour à un moment précis. En fait, enfin, donc je dirais que cette toile a travaillé mon imaginaire, a travaillé à travers la carte postale aussi, l'idée de la reproduction qui est aussi un terme important dans mon travail. Et cette carte postale m'a suffi, en fait, m'a aidé jusqu'au moment où, en fait, ça a été un déclencheur et aussi mis à distance, j'ai plus envie d'aller revoir le tableau puisque finalement, c'est un peu comment dire, est-ce qu'il n'y a pas une histoire quand on tombe amoureux, après finalement, après un certain temps, si on revient dans le réel, en fait, on est un peu déçu, en fait. Et alors, je pense pas être déçu par Ingres, mais finalement, c'est devenu je me le suis accaparé, en fait. Il y a eu une appropriation de ma part, et maintenant, c'est plus Ingres, c'est Madame de Sénone par Madame Sacriste, en fait. Enfin, voilà, dans cette histoire de reprendre les choses, de cette idée de reprise, je me sens un peu comme un Bernard l'ermite en fait. Et du coup, il y a eu plusieurs tableaux en fait de Madame de Sénone. Je crois que c'est la troisième ou quatrième version, et peut-être il y en aura cinq, six. C'est à des moments en 2014, j'ai eu besoin de réaffirmer cette réappropriation. Et petit à petit, en fait, d'ailleurs, les tableaux sont à chaque fois différents. Et je pense qu'il y a l'idée d'expurger une image en fait et d'en tirer l'essentiel par rapport à un souvenir, et là par rapport à une carte postale, mais qui est une carte postale avec augmenté parce qu'il y a quand même ce souvenir avec ce rapport, je dirais, émotif, enfin d'une émotion qui a eu lieu en fait. C'est pas juste une image que j'ai chopée sur Internet. Il y a eu une rencontre dans un musée avec cette femme en fait. Voilà. Et après, petit à petit, ça devient beaucoup plus abstrait. Il y a le filtre de la carte postale et moi, d'abord de la renverser et d'en être à sa quatrième ou cinquième version. Mais quand je suis un peu perdue, c'est un motif que je vais reprendre en fait. Voilà, je vais revenir à ça et ça Ouais, va d'accord. me renourrir en fait. C'est une nourriture, hein. Ah, c'est intéressant, ouais. C'est aussi intéressant de préférer la rêverie au réel, enfin par rapport justement à ce que tu décris, enfin dans ce rapport amoureux à l'œuvre. Et juste, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la répétition, justement comme une espèce de repère presque émotionnel comme ça dans un parcours de peinture. Tu peux peut-être nous parler un peu plus de ce que tu as apporté justement le fait de enfin, la répétition. Est-ce que c'est pour toi à refaire pour valider un geste, pour valider un sentiment, enfin pourquoi refaire les choses?
En fait, je pense que Ingres, c'est particulier. Moi, j'avais l'impression à un moment dans Ingres de rentrer dans sa tête, mais je veux dire, on sait bien, les peintres, en fait, que on pense avec les gestes aussi, en fait, et de refaire une copie de quelque chose, on a quand même l'impression de rentrer dans un mouvement de pensée, en fait. Enfin, moi, c'est cette impression-là, quand même, que j'avais. Et du coup, d'augmenter mon savoir à moi, quelque part. Il y a d'abord une espèce de cannibalisme, en fait, hein, qui s'opère, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et, et après, encore une fois, je pense que la répétition me permet pas d'objectiviser, j'aime pas ce mot, mais de, de faire mien, en fait, d'oublier au fur et à mesure Ingres, en fait, et de le mettre à distance quand même, d'augmenter avec moi ce que j'ai à raconter là-dessus, en fait, et de faire ma place. Quand je dis le Bernard l'ermite, c'est vraiment de virer Ingres et de me mettre à sa place, en fait. Enfin, il y a quelque chose, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça et tout ça, mais en tout cas, c'est pour moi, et puis c'est comme on relit un livre, en fait. Au bout d'un Ouais. moment, la pensée du livre, on la fait sienne, en fait. On a l'impression qu'on a écrit les trois lignes qui reviennent en boucle. Après, dire exactement pourquoi on est hanté par ça, c'est compliqué, en fait. En plus, Madame de Sénone devient un fantôme. Enfin, pour moi, la présence des fantômes est aussi forte, je pense, dans mon travail, hein. J'aime bien parler aux fantômes. C'est quelque chose, je ne fais pas tourner les tables, mais Mais j'aime tu bien. vas au Japon. Je vais au Japon, j'aime bien avoir des êtres à qui je peux de temps en temps faire coucou et me sentir aidée. Enfin, je demande. Ouais. Ma grand-mère, elle a des anges gardiens. Elle me dit toujours, il faut avoir un ange gardien à lui parler, en fait. Donc, Madame de Sénone, ça a été ma muse. C'est un peu mon ange gardien. Elle est là dans un coin. J'aime bien. Elle me rassure. C'est. Bon, on en reparlera, mais elle fait quand même un peu peur, Madame de Sénone. En plus, tu sais qu'elle a une Là, histoire. Tu sais, alors excuse-moi, j'ai pas relu là pour l'émission spécialement, mais il y a eu 4, 5 versions. Elle a été elle a été retrouvée sur un bateau. Enfin, c'est une grande aventurière en fait, hein. Enfin, l'histoire du tableau, mais on a dit qu'on en parlait après, mais après, je me souviens plus très bien de ce qu'on. Enfin, bref, vas-y. ouais. Je vais- Profitons de ce moment pour passer à ta troisième œuvre, qui est la composition à la bande d'argent et tortue en céramique. Donc, c'est un travail de 2015, 195 sur 150. Oui, c'est une vue, en fait, je travaille avec une galerie Vera Munro qui est à Hambourg, en fait. Elle a Mhm. un très très bel espace fait par Herzog et de Meuron et du coup, j'y ai fait une exposition solo là en 2015 et donc c'est une des salles et que j'ai choisi de vous montrer. D'abord, c'était pour faire le lien avec Madame de Sénone, donc associée là à un diptyque. C'est un diptyque donc contrepoint, composition à la bande argent et l'autre, je l'appelle contrepoint en fait. Euh, Ils font tous les deux donc 195 de haut. C'est un petit peu, enfin dans mon travail, c'est un petit peu la norme en fait. Tous mes tableaux, mes grands tableaux font 150, 195, mes petits tableaux font 30 par 41. Enfin à chaque fois il y a des dimensions ou 100 par 83. Enfin il y a quatre dimensions différentes qui sont récurrentes en fait. Euh, que dire là-dessus? Qu'on voit pas grand-chose à l'écran avec tout le travail de matière, qui est un travail presque proche là d'un moirage textile. En fait, le travail silver et or là est très très fin en fait. C'est de l'acrylique. Et à côté, en fait, il y a ce tableau donc abstrait qui est que j'appelle fantôme. D'ailleurs, c'est un peu le fantôme de la composition argent et or. C'est un tableau qui est à côté quand je travaille. En fait, c'est comme une palette sur laquelle je vais nettoyer mes pinceaux, en fait, euh, qui est une décharge d'énergie. Il y a un truc, enfin, comme beaucoup de peintres, il y a beaucoup de, enfin, la sensation d'énergie, de concentration dans la peinture, elle est au moment de l'acte de la peinture, elle est très très forte. Disons que quand je commence composition argent et silver,
je vais avoir organisé mon atelier. Je travaille dans un tout petit espace. Tout va être mis en place. En fait, il va y avoir tout est rangé. Il y a juste les 4 pinceaux dont j'ai besoin. Enfin, je peux pas faire de faux pas parce que sinon ça va, je vais shooter dans quelque chose. Enfin, donc il y a déjà un arrangement de l'espace avant même de commencer à travailler. Et je sais pas si c'est asiatique ou quoi, mais il y a quand même cette idée de la concentration, de se poser, d'être dans un moment. Et il faut pas que je me sois, je sais pas, pris la tête avec Bouygues Télécom avant, par exemple. Il faut vraiment, enfin, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Il faut avoir fait un peu le vide pour être là à ce moment-là, dans la présence de la peinture. Donc il y a ce truc-là. Et là, c'est vrai que pour certains grands tableaux comme ça, qui sont à la fois des gestes extrêmement rapides et en même temps très précis, eh bien, j'ai fait des espèces de surbois à côté, de palettes en fait, de fantômes, de décharges d'énergie des pinceaux en fait. Et il se trouve que là, cette composition, ce qui m'intéresse aussi, c'est que en fait, en vrai, quand on les voit en vrai, le tableau silver et or, il est pas si lisse que ça, il est pas si entre guillemets parfait que ça. En fait, la matière apparaît des défauts et des choses qui m'échappent, qui sont dans la non-maîtrise, en fait. Et moi, j'aime bien l'idée que la composition à droite, enfin, le fantôme à droite, eh ben, il soit plus composé, alors que c'était l'idée d'avoir un truc complètement intuitif, enfin, je regarde pas, je suis vraiment là avec mon pinceau, mais c'est le même moment, en fait, les deux tableaux participent au même moment, en fait. Voilà, c'est, parfois, là, je trouvais beau ce tableau et je trouvais qu'il marchait bien avec. Comme je disais tout à l'heure, souvent il y a des fantômes, des palettes à côté. Je les appelle aussi des contrepoints, comme si c'était une autre manière de regarder le même tableau en fait, qui sont jetés. Enfin, la plupart du temps c'est jeté et ils sont pas montrés forcément ensemble. Mais là, ils ont été montrés ensemble. Et juste la petite tortue, ça fait un peu anecdotique, mais dans l'espace très grand, c'est une tortue. En fait, il se trouve que j'ai fait au Japon beaucoup de céramique parce qu'il faisait 50 degrés et que c'était pas possible vraiment de peindre. J'y ai effectué pas mal, 5, 6 séjours depuis quelques années, en fait, où j'y ai exposé chez Hermès. J'ai eu l'occasion de rencontrer vraiment des personnalités très, très variées du monde de l'art. Enfin, et j'ai fait donc de la céramique avec un sensei je faisais des bols en fait, hein, on parlait pas du tout, on était 5, hein, et j'en faisais 6 jours, 6 jours sur 7. Enfin, j'étais complètement à fond dans la céramique. Et il en a eu marre que je fasse des bols. Et donc, il était très expressif et il m'a fait genre, ça suffit les bols, il faut que tu passes à autre chose. Et je faisais en même temps une recherche sur les jardins zen japonais. Et en fait, les jardins zen japonais, t'as deux figures archétypales, la tortue et la grue, en fait. Donc, c'était tout un travail avec Noguchi, avec le jardin de la paix. J'avais une bourse de la FNAGP. Enfin bon, c'est une autre histoire. Mais donc, j'étais à fond dans les jardins. Et en fait, la tortue, là, c'est un bol et dans lequel, en fait, il m'a montré une technique japonaise parce que j'ai refait de la céramique et on ne connaît pas. Donc, tu souffles dans le bol et tu le fermes et en fait, la terre se dilate et ça fait comme un corps de tortue, quoi, en fait. Et donc, du coup, j'ai arrêté de faire des bols et j'ai fait des tortues. Voilà. Donc la tortue, et puis la tortue, elle a été intégrée dans mon travail. Après, il y a une exposition à Arcueil qui s'appelait Tableau Nature morte, Still Life. Et il y avait une tortue vivante parmi des tortues mortes, en fait, enfin parmi des tortues en céramique. Mais la tortue vivante, elle pensait que c'était des copines. Enfin donc ça parle aussi là c'était la frontière, de la porosité entre la mort, la vie, enfin tous ces trucs-là qu'on travaille en peinture en fait. Donc, voilà. C'est la question du seuil aussi. Ouais, mais c'est pas rien. C'est vrai que tu as aussi fait une exposition entièrement dédiée à la tortue. Enfin, il me semble avoir vu quelques images de salles peuplées uniquement de cette espèce de spectateur idéal qui déambule. Enfin, ça me semble finalement pas si anecdotique que ça. Je veux bien qu'on passe à l'œuvre suivante, qui est la grille hein, de 195 sur 150 centimètres, aussi à l'acrylique sur toile, et le voile de 20 sur 22, donc 2015 et 2018.
Ouais, là je voudrais juste, c'est un endroit en fait qui s'appelle le Box à Marseille et c'est un endroit tenu par un collectionneur, Marc Ferraud, donc qui m'a invité par l'intermédiaire d'ailleurs de Gérard Tracandi en fait, qui a fait une exposition auparavant. Et du coup c'est un endroit qui fait, je crois à peu près, je suis pas très bonne avec les chiffres, mais qui fait à peu près 500 mètres carrés et c'est un carré justement. Et il n'y a pas de colonne. Donc en fait, moi je suis allée voir le lieu et en fait tu te dis bon bah tu mets si tu mets que des grands tableaux, tu mets 10 grands tableaux, en 2 secondes, c'est compliqué les peintres parce que en fait n'importe qui voit un tableau en 3 minutes et dit ah ouais c'était super alors que les gens qui font de la vidéo et tout ben t'es coincé pendant 1 heure et tu dis bah ouais c'était super mais bon t'as regardé pendant 1 heure assis quoi. Tandis que la peinture, je me suis dit dans ce lieu immense je mets 3 grands peintures et en fait les gens ils vont faire en 30 secondes c'était super merci au revoir parce que c'était vraiment un lieu panoptique en fait. Et du coup en fait j'ai pensé vraiment les tableaux en fonction du lieu et là en fait je me suis dit ben, en fait, il faut que je piège un peu le spectateur et que je mette des tout petits formats qui faisaient 20 par 22 et des très grands formats pour en fait obliger le spectateur entre guillemets mais à faire des allers-retours, aller voir un détail, à revenir enfin est-ce qu'il y a un peu quand même un déplacement dans l'espace et que l'apparition de l'image enfin des images se fasse au fur et à mesure et pas d'emblée d'un seul tenant où je trouvais que c'était trop facile en fait. Donc du coup, il y a eu ce jeu. L'exposition s'appelait, parce que là, cette image, elle est tirée d'une exposition donc, qui s'appelle Wabi Sabi, en fait. Et il y a eu ce jeu avec ses formats 150, 195 et ses petits détails. Là, il s'agit, alors c'était autour d'un travail, autour de peinture du Quattrocento, avec notamment, enfin là d'ailleurs, c'est pas du tout du Quattrocento, c'est un détail d'un tableau, je crois que c'est Lucrèce, d'un tableau de Cranach. Alors, je ne peux pas te dire s'il était à Berlin ou s'il était à Vienne, je ne me souviens plus en fait, mais donc de cette femme qui se poignarde. Et c'est un recadrage, voilà. Et je trouvais qu'il formait quasiment un diptyque en fait, avec cette peinture qu'on voit assez mal là, où il y a beaucoup de vibrations et en fait, qui est une peinture très gestuelle sur laquelle il y a une grille qui est posée après, qui est travaillée très, enfin, avec un tire-ligne de manière très concentrée, on va dire. Voilà. Et on peut imaginer que c'est un détail de la peinture. Enfin bon, c'est après il y a ce qui m'intéressait dans ces histoires-là, c'est les tensions créées entre cette grande grille abstraite qui a quand même des vibrations particulières selon là aussi la lumière, c'était une lumière naturelle et cette petite portion de corps en fait qui dialogue avec elle, en fait. D'accord. Et là, dans cette exposition, je vois il y avait donc une adresse au lieu et puis aux spectateurs aussi, en essayant justement de l'inclure comme ça dans un système visuel. C'est quelque chose qui est pour toi presque pas systématique, mais en tout cas est-ce que tu as besoin d'une exposition pour te mettre au travail ou bien tu as besoin d'ennui, de sérendipité, enfin de toutes ces choses, dans quelle Ouais. échelle tu te situes par rapport justement à cette Non, injonction de travail. je pense un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'une exposition, c'est toujours hyper stimulant. En fait, ce que j'aime dans l'exposition, c'est la contrainte du lieu et enfin, la contrainte ou disons la spécificité du lieu, en fait. Selon si c'est un white cube, selon si j'ai exposé dans des jardins au Japon ou à Kyoto, ou là, la dernière exposition, on en parlera plus tard, qui est un lieu extrêmement chargé aussi, au SIAC à Strasbourg. Donc, en fait, les lieux pour moi conditionnent enfin non, peut-être pas conditionnent parce que là on est sous un truc un peu de subir, alors qu'en fait ça stimule, on va dire plutôt des envies et des envies de dialogue ou aussi d'essayer de faire oublier le lieu ou au contraire de le faire apparaître, enfin dans une espèce de d'équilibre en fait entre l'architecture et mon travail. C'est vraiment des choses qui m'intéressent de plus en plus. Après, j'ai eu des grands moments de jachère où il n'y avait pas d'exposition, bah, notamment en 2014 avec Shelter, ou après la publication. Et j'ai travaillé pendant 1 an sans avoir aucune idée de où allaient aller ces peintures, en fait, et qui m'ont permis d'avoir comme ça un réservoir de peinture et que j'ai utilisé après pour l'édition. Après, je pense que quand les peintres ont la chance, enfin, quand les artistes ont la chance d'exposer, l'exposition permet quand même
je trouve, d'avancer parce que ça permet quand même de mettre une mise à distance par rapport au travail et de faire un petit peu pas des mises au point, mais de voir un peu où on est. Enfin, je sais pas, moi, c'est des étapes qui sont importantes. Disons que ne pas pouvoir exposer pendant très longtemps, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui continuent à travailler. Bon, en plus, si on peut vendre, c'est encore mieux, ça crée encore un autre désir. Mais je veux dire, déjà d'exposer, ça permet de sortir de l'atelier, en fait. Moi, je sais qu'en 2014, quand j'exposais pas du tout, bah, le fait de sortir parce que j'avais fait photographier mes pièces dans un atelier chez des copains, en fait, chez Karina et Nicolas Chardon et Biche, qui m'avaient prêté gentiment leur atelier, et ça m'avait permis de les revoir. Je pense que, hélas, dans l'atelier, on finit par ne plus voir ces peintures, en fait. Enfin, c'est compliqué. Donc, Hmm. les sortir, c'est important. Faut aller les promener un peu dehors enfin, pour s'apercevoir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai ce besoin. Ouais, ce qui rejoint presque ce que tu disais sur la lecture, justement, de relire son propre travail comme ça sous une lumière nouvelle. Tout à fait. Effectivement, ça permet comme ça d'être aussi en écho avec la relecture que toi tu fais de l'histoire de l'art, comme par exemple dans cette œuvre qui arrive, la composition aux deux peintures noires et ruban violet de 2018. Donc, on retrouve à nouveau notre ami Cranach. Oui, tu l'as reconnu Ouais. en double. Oui, alors là, c'est effectivement, ça date de 2018 et ça date de 2018 et je l'ai présenté pour la première fois là, c'est parce que là, c'est une vue d'exposition au SIAC, donc cette exposition qui a lieu actuellement. Donc, on est en 2023. Donc, en fait, il y a quand même des laps de temps importants entre justement la création d'une pièce et la monstration. C'était aussi intéressant pour moi d'avoir des retours de public sur cette pièce, par exemple, en fait, qui a donc maturé pendant 5 ans avant d'être vue en fait par un public. Euh, cette pièce, enfin oui, elle est importante parce que j'ai amorcé depuis quelques années un travail là aussi de polyptyque, mais avec un travail de sculpture, on va dire, enfin je sais pas comment les appeler, enfin si de sculpture, et là de sculpture avec qui s'appelle d'ailleurs des gravity sculptures avec des cuivres, des bois et des rubans en fait. Cette pièce, en fait, bon, bah, il y a une copie de copie. En fait, il y a cette idée là de multiples dont on en parlait un petit peu au début de l'émission. Ce ne sont pas exactement les mêmes. D'ailleurs, il y a aussi, moi, j'ai été très très fortement, enfin, dans mes influences, il y a aussi beaucoup le cinéma en fait. Donc, il y a aussi toutes ces petites vignettes en fait que faisait Muybridge, que j'ai beaucoup regardé à un moment. Donc, cette idée aussi de déploiement comme ça dans l'espace d'une lecture. Comme un déroulé d'une pellicule. Le ruban aussi, quelqu'un m'a fait prendre conscience qu'il y avait aussi cette idée de pellicule et de boucle à travers le ruban, en fait. Et puis là, bon, c'est une composition qui peut faire penser, enfin, chacun, je crois, peut y projeter un peu, ce qu'il a. Voilà, selon, ça fait à peu près 3 mètres de haut, en fait. On m'a même dit, en fait, une étudiante, parce que j'ai fait une visite guidée, enfin, de présenter mon travail, et une étudiante me disait que ça lui faisait penser à un sabre japonais, qui avait un côté un peu comme ça, cette dimension comment on appelle ça quand on fait seppuku, ou je sais pas, enfin, comment on appelle ça? Tu sais, quand les Japonais se donnent la mort. Bah, seppuku, je crois que c'est le terme officiel et on dit pas harakiri, justement. Bon, c'est un katana, quoi. Voilà, un truc comme ça. C'est assez intéressant ce lien que tu crées avec le cinéma parce que justement, c'est assez drôle quand tu vois le nombre de versions, par exemple, qu'il y a d'Adam et Ève chez Cranach. Et quand tu les regardes comme ça dans une recherche d'image, tu as vraiment une sensation de mouvement qui est assez envahissante. Mais ce rapport, par contre, justement, le dessin mural, enfin, ce bas-relief, tu le travailles comment? Est-ce que c'est d'abord un travail de dessin sur papier ou est-ce que tu es déjà dans la matière et c'est une recherche avant tout presque gestuelle? Non, tu as complètement raison. C'est totalement une recherche gestuelle. Et alors, je suis pas très habile. Et puis surtout, j'habite un atelier où je peux
peux pas faire beaucoup de bricolage et travailler tellement les matériaux. Et par exemple, toute cette série, parce après, il y a une dizaine de sculptures qui ont découlé de cette histoire-là. En fait, il faut que ça tienne avec un clou. C'est du cuivre qui est acheté chez le roi Merlin. Enfin, c'est vraiment c'est des bricolages, en fait. C'est l'idée d'un assemblage très simple et après qui soit juste avec cette idée très aérienne, en fait, que les choses, poum, vraiment soient qui n'y ait pas de soudure, qui ait pas de, enfin, tout ça doit être des gestes très simples, ouais, ouais, ouais. Et tu as raison complètement avec là l'idée du ruban, c'est aussi parce qu'il y en a plusieurs autres pièces avec ces rubans. Alors il y a le choix du ruban qui est très important avec la couleur, parce que là c'est un espèce de parme en fait, bon qui a un rapport avec ces couleurs un peu vénéneuses en fait, victoriennes, un peu tu vois de chair qui est un peu en train d'être en décomposition. Enfin, il y avait bon donc là il y a un petit morceau de laiton, il y a un côté un peu bijou comme ça qui est assez féminin en même temps qui est présent. Et en même temps, ben il y a cette idée pour moi que ce sont des vraies sculptures. Enfin celle-là, c'est une sculpture hybride, on va dire sculpture peinture, mais les autres, il y en a certaines qui sont complètement autonomes et qui sont des sculptures en fait, et qui jouent avec cette idée de la gravité qui est là, quoi. Mais ce rapport aux matériaux me paraît. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ces trois petites peintures qu'on a vues là autour du corps, c'est des peintures sur bois en fait, et qui sont rehaussées un peu à l'huile. Et moi, le bois par rapport à la toile, il y a une dimension, il y a l'idée de l'icône en fait. Il y a quelque chose plutôt du sacré, plutôt de. Enfin, c'est pas du tout la même chose de peinture bois que de peinture toile où j'ai dit on est du côté de l'écran, on est du côté du fantôme, alors que là, il y a quelque chose de plus de l'objet, en fait, qui est fort et qui me va très bien, en fait. Ouais, d'autant plus que tu dédoubles l'image, donc elle perd aussi sa dimension unique et sacrée. Elle quitte un peu cette idée de l'aura. Mais moi, je trouve ça très beau, cette tension justement entre cette espèce de voile très cranaque, comme ça, qui est toujours des modèles qui sont plus déshabillés que nus, et justement ce rapport aussi avec ce fil qui est presque à l'échelle humaine. Enfin, je trouve ça un très très beau dialogue entre les deux, et bravo. Et je crois pour le coup qu'on va voir beaucoup d'images de travaux récents, puisqu'on va passer à ton actu, et tu as une vue d'exposition qui s'appelle Le monde sans les mots, qui est raté par Alice Motard au CEAC à Strasbourg. L'exposition dure jusqu'au 3 septembre 2023, donc l'exposition d'été, c'est toujours ça le prix. 7 rue de l'Abreuvoir, 67 000 Strasbourg, allez-y absolument. Et voilà. Euh, Écoute, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Et donc, nous allons parler naturellement d'une peinture de l'histoire de l'art qui est importante pour toi. Et cela va de soi. Nous allons parler du portrait de Madame de Sénon par Jean-Auguste Dominique Ingres. Donc, tableau de 106 par 84 cm, format que tu connais bien, vu sur toile de 1814. En plus, 1814, donc c'était 200 ans après, j'avais même pas fait gaffe. Alors là, c'est dingue, hein. Puisque moi, Ouais. c'était 14, hein. Enfin, pas 200 ans après, beaucoup plus, mais enfin en 14, quoi. Il faut que Est-ce j'en que parle. tu... Bah oui, s'il te plaît. Mais en fait, j'ai pas fait. Alors, bon, simplement, non, mais te dire, répéter un petit peu, mais ça va être un peu des choses un peu à moitié fausses en fait. Mais cette toile a eu une histoire très compliquée et elle a été redécouverte vraiment il y a, je sais pas, il y a une soixantaine d'années, je crois. Enfin, sur un bateau, elle était roulée. Donc elle a eu une vie aventurière, d'aventure importante. Après, je ne sais pas du tout les liens de Ingres avec cette Madame de Sénon. En fait, je sais pas, tu connais toi un peu ou pas du tout? Je suis juste allé voir sur Wikipédia, tout Ah simplement. bah En fait, vas-y. oui, j'ai un peu vu son parcours qui était un peu chaotique. Et effectivement, elle a été retrouvée chez un brocanteur à Angers. Et c'est Monsieur Grasselin, dont une place de Nantes a le nom. C'est lui qui a retrouvé le tableau et qui a dit ça, c'est du Ingres. Il est allé voir le musée qu'il a acheté pour 4000 balles. Donc voilà l'histoire très grossièrement résumée par mes soins. Mais non, non, enfin, on n'est pas historien d'art. Enfin, après, tu nous parlais justement de cette façon dont tu as parasité le peintre. Enfin, je trouvais ça très beau aussi,
justement cette façon d'envisager l'œuvre, enfin aussi d'avoir quand on est être peintre, c'est aussi avoir des d'autres artistes à l'atelier et qui traversent comme ça les temps. Enfin, c'est aussi une belle idée du fantôme finalement. Oui, et Et puis je pense que la lecture des peintres, en fait, je veux dire, chacun fait son miel au moment où il en a besoin. Et en fait, quand je vous parlais d'abstraction, enfin, quand je te parlais d'abstraction et de cette idée de tout d'un coup que cette toile bascule et devienne un monochrome, enfin, il y avait quelque chose comme ça pour moi qui était de l'ordre de l'évidence, en fait. Alors que, bon, quand je la, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas, mais bah, qui m'a permis, en fait, moi, d'avancer dans mon travail. Enfin, on se sert des choses, enfin, ce sont je crois qu'on fait sa cuisine avec et que du coup l'histoire de l'art c'est comme des ingrédients qu'on va piocher pour mettre un peu de sel dans la soupe quoi. Enfin c'est un petit peu comme ça moi que je le ressens et donc c'est vrai que en plus bon moi, dans mon travail il y a cette idée de tout le temps de gober la matière enfin de qui est vraiment quelque chose d'extrêmement lisse avec cette idée que l'image est donnée et qu'elle apparaît et qu'il n'y ait aucune manière de comprendre en fait comment la fabrication enfin moi je suis vraiment aux antipodes de l'image qui va suivre après en fait et du coup ben c'est aussi cette image glacée qui me plaît en fait chez Ingres. mais justement, tu apportes énormément de soin à la texture et au détail dans ton travail. Et comment tu regardes ce tableau? Parce il est très construit. Enfin, il est machiavélique. C'est le niveau de détail et l'absurdité morphologique. Enfin, il y a une espèce d'intelligence à l'œuvre qui dépasse l'entendement. Enfin, il y a quelque chose de vraiment monstrueux, je trouve, dans ce Oui, tableau. Enfin, derrière cette grâce et ce subtil sourire, il y a vraiment du monstre. Et mais oui, alors moi le monstre, je le vois comme du côté de l'abstraction, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il en avait un peu rien à foutre de Madame de Sénone, mais que c'était devenu quelque chose de géométrique, enfin justement le bras, les couleurs et tout ça, enfin que tout ça a été agencé de manière à servir à lui son propos en fait. J'ai l'impression que Madame de Sénone, elle existe déjà pas là en fait, je sais pas comment dire, mais que c'était vraiment un prétexte pour lui quoi, en fait. Il a malmené quand même. Enfin, je veux dire, enfin moi j'ai ce sentiment-là. Il l'a malmené à son dessin, quoi, pour vraiment créer un espace. Enfin, c'est de la peinture et pour moi, et c'est d'où cette dimension abstraite en fait, où il est complètement dans son agencement personnel. mm. Juste une petite anecdote, il y a Renoir qui, en parlant du tableau, a dit à côté de Madame de Sénone, Bertin, c'est du chocolat, qui est D'accord. assez cocasse. Non, mais en fait, le tableau, c'est assez drôle parce qu'effectivement, je le côtoie assez régulièrement. Alors, je sais, à côté, il y a une grisaille de James Tissot, je sais pas si tu te souviens de ça, Oui. qui est pas sans faire écho à ta propre variation. Et à côté, un énorme Sigmar Polke, tout en couleur iridescente, hein, une espèce d'arc-en-ciel complètement fou avec une actrice américaine dont j'oublie le nom. Enfin voilà, il a recadré assez curieusement Ah, mais c'est ce génial. Madame de Sénane. Ouais. C'est génial parce que ce truc d'iridescence et tout. Alors, je me souviens pas, peut-être qu'il y a eu un réaccrochage parce que bon, je ne suis pas allée depuis quand même 97 ou 96, Mm. mais je me souviens pas du Sigmar Polke, mais c'est un peintre par ailleurs que j'adore absolument. Enfin, et Alors qui il faut que tu passes profiter un petit carrément, peu goûter carrément. cette association, Ah, j'adore cet cette alliage. ouais, j'adore Ouais. cette idée en fait, ouais, carrément, qui alimente complètement l'idée que me fait de Madame de Sénone avec aussi toute l'utilisation des pigments iridescents et de la manière dont moi je retraduis un espace différemment, ouais, 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 c'est marrant. Alors c'est parfois plus facile de parler de peintres qu'on apprécie guère. Et tu vas nous parler de Pierre-Paul Rubens. La descente de croix, donc un grand tableau de 4,20 m sur 3,20 m, peint entre 1612 et 1614. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu le rejettes? Bon, d'une manière générale, je ne suis pas super fan de Rubens, en fait, qui est peut-être un peintre de la chair, peut-être enfin, moi, il y a, en fait, je ne sais pas, enfin, en tout cas, pour moi, cette descente est quelque chose d'assez, je ne sais pas, ça va peut-être un peu choquer tout ça, mais pour moi, c'est assez, enfin, vulgaire, mais au sens un peu de cette chair qui me, enfin, ça, ouais, qui me parle pas du tout. En fait, il y a, enfin, ouais, c'est difficile. C'est plus difficile de parler de quelque chose qu'on n'aime pas, en fait, je trouve. Mais
disons qu'il y a quelque chose peut-être de très. Je connais pas du tout en plus l'histoire de ce tableau, mais je sais que c'est une peinture chez Rubens qui est très peut-être incarnée, mais incarnée avec une dimension qui, moi, ne me touche pas en fait. Enfin, il y a quelque chose euh, de très lié à une époque. J'ai l'impression, pour moi, que c'est très daté. Ça ne me parle pas du tout dans ma peinture aujourd'hui, en fait. C'est pas du tout un travail que je regarde. C'est un travail assez spectaculaire, mais qui ne, moi, c'est une histoire peut-être juste de sensibilité, hein, on peut pas, mais c'est ce côté très emphatique, cette touche assez présente, c'est quelque chose ouais, qui ne m'intéresse pas. Tu l'as Bah, je comprends aussi ce rejet du... Oui, 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 beaucoup. Ben vas-y, dis-moi, peut-être que ça va me donner des arguments. Euh, Moi, je l'aime pas. non, non, j'ai pas à le défendre particulièrement, mais non, en fait, bah, j'ai une histoire juste un peu particulière avec Rubens. C'est assez drôle parce que dans 3 semaines, James Bleudet sera un des invités de l'émission. Je tease déjà un petit peu les choses à venir, mais en tout cas, c'était un des profs aux Beaux-Arts qui donnait un cours de composition. Et l'idée, c'était, Tout à fait. OK, alors qu'est-ce que tu pensais de cette expérience d'aller dessiner chaque vendredi, de choisir un des Rubens de la salle des Médicis et de peindre ça, un seul tableau toute l'année, et Mais de t'as com- répéter la chose? Moi, j'ai trouvé ça merveilleux et j'ai compris tellement de notions sur la composition. Et justement, c'est ce qui m'intéresse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec le petit Cranach dans l'exposition qui va permettre justement comme ça de venir faire un point focal pour happer ton spectateur. Et la composition, c'est la durée justement dans le tableau. Non, mais tu sais que tu as complètement raison et j'avais Ah bah merci. complètement. Non, mais j'avais complètement oublié. Alors, moi, j'ai dû rater quelques vendredis. Je n'ai pas été aussi assidue que toi. Mais j'en veux énormément à Rubens parce que mon petit carnet, à chaque fois, j'arrivais pas à foutre les trois lions qui étaient sur le côté. Et je recommençais de ces tableaux, effectivement, énormes dans cette salle au Louvre où c'était complètement. Tu étais assommé par cette peinture. Et je me souviens avec mon petit crayon d'essayer de gommer tout ça, mais il fallait tout recommencer à chaque fois. Et donc, je pense que inconsciemment, ça m'a énormément apporté, mais que consciemment, je lui en veux encore parce que j'ai jamais réussi à dessiner un Rubens entier dans mon carnet, quoi. Voilà. Peut-être pour ça que je me déteste. J'ai Ouais, un c'est ça. conflit personnel avec Rubens, en fait. C'est un truc comme ça. Mais oui, bien sûr. Oui, oui. J'avais refoulé totalement, tu vois. Mais écoute, tu iras jeter un peu de peinture violette sur un Rubens et tout ira mieux. J'y penserais. Non, non, mais c'est oui. Oui, oui, d'où la complexité. Non, mais c'est un peu facile de dire j'aime pas ça. D'où la complexité de tout ce qu'il arrive à foutre dans un putain de tableau qu'après t'arrives pas, toi, à le redessiner, quoi. C'est quand même énorme, on va dire. Mais ceci dit, je comprends tout à fait la part hollywoodesque de la peinture, enfin qui est un débordement de savoir tout est peint avec brio. Enfin, c'est ça peut-être aussi qui est quand même un peu usant à force. Par contre, je sais pas si tu vois là justement toutes les esquisses de la salle des Medici. C'est très très beau. Des tout petits tableaux. Il y en a quelques-uns qui sont au Louvre. Il y en a quelques-uns qui traînent aussi à Munich, à la Pinakothek. Et justement, c'est des vrais petits chefs-d'œuvre de D'accord. composition. Et il n'y a pas toute cette surcharge parce que c'est peint un peu à la va-vite. Enfin, c'est très Hmm. très belle peinture. Ok, bah, écoute, Et- merci, j'irai. Je vais réviser, hein, après des conneries sur Rubens, je vais remballer et aller voir Rubens au Louvre, ok? Bon, très bien. Je suis ravi. Je sais pas comment on pourrait passer de Rubens au yoga, mais mais on va parler d'une œuvre qui a nourri ta pratique et tu vas nous parler du Yoga Sutra de Patanjali. Alors, je l'ai jamais lu, en fait, c'est la musique que j'écoute, en fait. Je croyais que c'était un CD, moi, c'est que vous m'aviez demandé. Donc, en fait, c'est de la Ah musique. ok, désolé. D'accord, Non, pardon. non, mais après, peut-être que je devrais, là aussi, tu vois, tu me mets dans des trucs où je vais peut-être acheter le bouquin après. Non, je crois qu'il y avait, enfin, en tout cas, on m'a demandé, enfin, Thomas a demandé un peu une musique et donc c'est Pantajalli que j'écoute en boucle quand je suis, pour me mettre au travail, en fait. Mais
En fait, j'ai un rapport à la musique de toute façon qui est que en boucle. Donc, en fait, ça dépend des périodes. Je peux écouter le même disque pendant 5 mois, 6 mois, et puis après, je passe à autre chose. J'ai pas une curiosité, une appétence. Enfin, j'ai besoin ou quand je travaille, en fait, ou alors j'écoute France Culture de 8 heures enfin, j'ai besoin d'une grille avec des repères, en fait. Et du coup, en fait, quand je dis que j'écoute France Culture, j'écoute pas vraiment. C'est juste que je sais que telle émission est à telle heure et que je sais qu'à midi et demi, il y a le journal et que je dois travailler encore 1 heure avant d'aller manger, quoi. En fait, c'est comme dans les monastères où il y a des cloches. En fait, ça fait à peu près ça pour moi, France Culture. Et là, cette musique-là, c'est une musique très atonale avec des chants et des mantras qui sont déjà des boucles, alors que j'écoute en plus en boucle. Alors, imagine un peu l'état d'esprit de mon cerveau. C'est juste une manière un peu d'être en circuit fermé pour m'aider à me concentrer et être complètement dans mon travail, en fait. C'est ça, voilà. Mais j'ai écouté Bachung il y a quelques années en boucle, en boucle, en boucle. Enfin bon, ou ça peut être enfin, d'autres, euh, d'autres choses. C'est pas. Après, je peux quand même rebondir sur le yoga, qui est une pratique que j'ai depuis 20 ans, qui est importante pour moi. Là aussi, qui m'aide à me concentrer, puis qui est une manière aussi, enfin, de mieux respirer, enfin voilà, qui m'aide un petit peu à me poser, en fait, tout simplement, dans la vie, à être un peu plus ancrée. Voilà. C'est assez étonnant parce qu'effectivement, on pourrait penser que justement, cette musique ou la pratique de yoga, comme ça, il y a différents étages pour te mettre dans une condition de peinture. Mais il y a du lâcher prise dans ta peinture. Il y a aussi tous ces contrepoints qui sont là aussi et qui font œuvre. Donc je trouve ça quand même assez beau que tu arrives malgré tout à avoir un espace justement qui dépasse la contrainte et qui devient autre chose que juste une espèce de frustration ou de coupure du monde. Enfin, Oui, 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 mais enfin moi, ce qui m'intéresse, peut-être je l'ai pas assez dit, mais c'est vraiment c'est toutes ces histoires de tension et d'oxymore et de comment en fait les choses résonnent. Enfin, je veux dire, tout et son contraire, ça forme un espèce d'équilibre qu'on maintient. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de maintenir entre guillemets cet équilibre entre des forces. Enfin, moi, je suis plutôt quand même quelqu'un d'assez explosif et en même temps, ça m'intéresse de me dire que je peux avoir accès à des espaces où je vais être beaucoup et créer des espaces de contemplation, par exemple, et comment les deux peuvent ben, peuvent être dans le même espace au même moment, en fait. Et dans la peinture, enfin, je pense dans tout mon travail, il y a toujours ces idées d'opposition qui se neutralisent, en fait. Euh, le wabi-sabi, c'est un petit peu cette histoire de la beauté, mais la beauté n'existe que si il y a un truc un peu moche, quoi, en fait. Enfin, vraiment, je fais une espèce de super méga synthèse de la notion de wabi-sabi. C'est pas exactement ça, mais c'est sur quelque chose de parfait, il va y avoir une fine rayure et c'est ça qui permet d'appréhender la perfection. S'il n'y avait pas la rayure, ça serait super chiant aussi, quoi. Donc, enfin, super chiant. C'est pas forcément, c'est pas, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans cette espèce de tension-là, en fait. C'est par cette faille-là que j'ai l'impression que mon travail se propulse, en fait. C'est plutôt ça. Mais bon. et comment ça se passe? Parce qu'en fait, à l'atelier, ça c'est aussi ça va amener des embranchements possibles. Comment tu les négocies quand tout d'un coup il y a une porte qui s'ouvre dans le travail? Est-ce que tu l'empruntes ou est-ce que tu résistes? Enfin, parce que finalement, c'est aussi la difficulté de l'atelier, c'est de créer des contraintes qui te permettent d'avancer sans se répéter. Enfin, c'est aussi on en revient à cette histoire Carrément. d'œuvres qui se répètent. Carrément. Mais en fait, il y a un truc, comme toi, j'ai enseigné, en fait, j'ai enseigné aux Beaux-Arts de Bordeaux notamment. Et en fait, je me souviens d'avoir donné des cours de peinture, notamment, je me souviens juste là, j'ai une anecdote avec un cours où j'avais dit aux étudiants, on va créer nos propres outils. Vous n'apportez pas de pinceau, vous démerdez avec ce qu'il y a sur place et vous peignez pas avec vos mains, vous trouvez un objet transitionnel, mais pas de pinceau, quoi. Et je me suis retrouvée après chez moi, en fait, avec mon petit pinceau Léonard que j'achète, qui est 2 ou 3, avec lequel je travaille depuis 20 ans. Et je me suis retrouvée avec mon petit pinceau.
me suis dit, bah, ma vieille, t'es sympa de faire chier les étudiants à leur dire de peindre sans pinceau. Et du coup, je m'étais amusée comme ça à moi aussi me donner ces contraintes-là et me dire, bah, qu'est-ce que ça donne en fait, et de prendre ces risques-là. Et c'est vrai que je pense que quand on est seul dans son atelier, et ben, en fait, c'est plus difficile que quand quelqu'un vous oblige, entre guillemets, enfin, un prof, un cadre, un petit peu à faire un pas de côté. Parce que je pense que de toute façon, même si on fait un pas de côté, enfin, on retombe toujours à l'endroit où on a envie d'être. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué finalement de dévoyer ça, enfin, de bouger même d'un millimètre en fait. Mais enfin, oui, moi je trouve que enfin, bien sûr que c'est intéressant. Et peut-être là où je triche parfois dans mon travail quelque part, c'est que j'utilise beaucoup d'autres médiums en fait. Enfin, je veux dire entre la gravure, entre la céramique. Enfin, pour moi, c'est une manière de répéter le travail, mais avec des contraintes de matériaux qui m'emmènent un petit peu faire un pas de côté, un petit peu ailleurs en fait. Cette idée de la traduction du travail comme ça, moi, elle me nourrit pour aussi peut-être éviter cette répétition dans laquelle j'arrive. Finalement, il est très difficile de se dépatouiller. Moi, je pense souvent, quand on fait le même gâteau au chocolat toute sa vie, bah, il y a un moment, tu réfléchis plus à la manière dont tu fais ton gâteau au chocolat. C'est hyper simple, en fait. Et moi, j'essaye, dans mon travail de peinture, d'éviter de faire toujours le même gâteau au chocolat, même si il y a des stratagèmes qui sont pas toujours, en fait, qui fonctionnent pas toujours. Mais il y a quand même cette idée de se remettre en question au maximum. Je pense que c'est nécessaire, en fait, juste pour. Ouais. Enfin, tu connais ça aussi. Bon, on continue sur les conversations avec Cézanne. Oui, et ben, bon, c'est un livre que j'ai pas relu depuis longtemps. Et puis là, c'est, je crois, une image alors qu'il a été réédité par Macula il y a pas très longtemps, enfin il y a 4 5 ans, je pense. Pour moi, c'est un livre essentiel, même si encore une fois, je l'ai pas relu pour l'occasion. Je te disais qu'il a cette phrase qui, à chaque fois que c'est effrayant la vie, et je trouve que ça résume tellement Cézanne en même temps, pas Cézanne, mais Cézanne. Euh, et pour moi, oui, ce sont des textes fondateurs. C'est vrai que je me sens du côté, enfin, c'est un artiste côté de la sensation et de cette physicalité de la peinture qu'a Cézanne, en fait, qui m'intéresse. Enfin, pas qui m'intéresse, qui est pour moi essentiel, en fait, dans ma pratique aussi. Donc c'est juste un livre que je ne peux que conseiller. Je suis pas la première à l'avoir conseillé, je crois. Mais voilà, c'est un peu une bible pour moi. Et même pour les gens qui n'aiment pas Cézanne, je pense qu'il dit des choses vraiment très simples sur la peinture et qui sont, qui sont, ouais, voilà. Je crois que cette phrase s'adressait à moi, puisque je n'écoute pas vraiment Cézanne, mais tu m'as vraiment convaincu, enfin, il faut absolument que je le dise. Et on va par contre se mettre d'accord sur une peinture contemporaine que tu aimes, puisque tu vas nous parler de Deep with Raven de Victor Mann. Donc il y a un Ouais. petit tableau de 21,5 sur 16 centimètres, petite huile sur bois de 2015. Oui, bah, Victor Mann, je sais pas quand enfin, je l'ai jamais rencontré d'ailleurs, mais quand j'ai découvert son travail, mais peut-être, je dirais dans les 2010, 2000, je sais pas. C'est une peinture nocturne et évidemment, moi, le noir fait aussi partie entièrement de mon travail et cette lumière comme ça m'a toujours fascinée chez lui. Et il y a un côté très balthusien que j'adore. Je n'ai pas parlé de Balthus, mais c'est un peintre aussi que je regarde beaucoup. Et cette étrangeté qui se dégage du travail de Victor Mann me touche énormément. Je trouve qu'elle est à un endroit juste parce qu'il y a à la fois il y a quelque chose de très d'une rêverie réelle. Je ne sais pas comment dire. Enfin, il y a quelque chose qui est pour moi du côté du réel et en même temps qui emmène dans une espèce de toxicité quelque part un peu parfois il y a des tableaux d'une certaine perversité qui rejoignent pour moi Balthus, qui rejoignent les pré-raphaélites, certains tableaux des pré-raphaélites. Il y a toute une chaîne comme ça. Même si je sais que son maître, j'avais regardé, c'est pas du tout, il n'est pas du tout de ce côté-là. Mais moi, la lecture que je fais de son travail est de ce côté-là. Et il y a eu une exposition chez, comment il s'appelle, Max Eltzer, la galerie rue des Axler, Archives. ouais.
Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine un an, avec Mm. beaucoup de portraits et que j'ai trouvé vraiment, il avait fait tout un décor, lui aussi, je crois que c'est, enfin, il y avait très peu de tableaux. J'ai trouvé que l'expo était très tenue, en fait, avec des murs, il me semble, vert foncé, je crois. Et vraiment avec beaucoup d'espace autour de chaque tableau et qui sont très denses pour moi et il émane quand même quelque chose enfin, je trouve assez puissant en fait dans son travail. Et en plus, moi, c'est vrai que l'histoire des portraits, enfin, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus peindre des portraits en fait. Et je suis assez admirative là de ces portraits qui sont au final assez classiques en fait. C'est ça aussi que je trouve fort dans son travail. Pour moi, c'est un travail qui vieillit bien en fait. Voilà. J'en ai dit Bah, beaucoup, hein. je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, c'est pareil, c'est un peintre que j'admire pour toutes les raisons que tu as très, très bien décrites. Pourquoi ce tableau en particulier? Je crois que c'était la meilleure définition sur le net. Non, je le trouve très beau. Non, non, Ouais. non, non, je déconne un peu, mais en même temps, tu vois, il y a le motif aussi de la jupe, moi qui rappelle, alors tout mon rapport au motif, à William Morris, que j'ai beaucoup regardé, au dessin Mhm. aussi des plantes, au floral et tout ça. Et puis, je sais pas, j'adore sa position. Enfin, ça, vraiment, il y a un tableau de Balthus qui est la petite fille avec la culotte là au Met, qui est un tableau pour moi éblouissant en fait que j'adore. Et il y a ce côté un peu toxique là dans ce tableau, dans la manière dont elle nous emmène et tout ça que je trouve Mhm. très très beau. Ouais. Et à la fois, il y a une douceur, il y a une poésie aussi, enfin, qui est justement quand je parlais de force d'attraction, enfin, ou d'attraction ou de répulsion, c'est des forces là que je trouve qui sont équivalentes. Il y a autant d'attraction que de répulsion pour son travail, et c'est ça que j'adore en fait, parce que le regard, en fait, tu sais pas, à la fois tu aimes, mais à la fois tu es un peu dans un mouvement comme ça en même temps, elle t'emmène dans un endroit qui est peut-être, t'as pas envie d'y aller, mais t'as quand même envie de savoir, quoi. Voilà. Mhm. Et ça pour moi, c'est assez captivant, en fait. Mm. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi peut-être aussi des parallèles entre ton travail et le sien. Je pense. Je sais pas si tu as vu des expos un peu plus anciennes, notamment quand il avait eu le prix Deutsche Bank, enfin, quand il y avait encore le Deutsche Guggenheim. Une expo justement où des petits tableaux étaient posés sur des pots de bêtes, où il y avait des objets, des choses comme ça, un peu une espèce de micro-théâtre. Et son rapport à l'objet, justement, toujours à mi-chemin entre le bas-relief et l'image. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui rejoint toi les compositions que tu peux, enfin ce dialogue que tu peux créer entre des matières et la peinture. Enfin, je pense que il y avait comme ça des parallèles et aussi le fait de refaire un tableau, enfin la multiplication comme ça des tableaux. Il a fait aussi une expo à la Galerie Noy aussi où il jouait comme ça dans l'espace d'un tableau qui venait ponctuer toute l'exposition et c'était assez magique comme ça d'avoir comme une espèce de ouais de litanie un peu comme chez Cécilia et De Falque, enfin des artistes comme ça qui jouent sur la répétition. Et je pense que il y a, il y a un dialogue entre vous. C'est intéressant. Je suis pas surpris qu'il est intéressant. Et bon, on va parler excuse-moi, vas-y. Non, non, non. Il y avait un côté un peu fétichiste d'ailleurs dans ces histoires de fourrure et un peu plus surréaliste hein, dans son travail. Mais c'est vrai que oui. Et puis il y a un mot que j'ai pas prononcé, mais que qu'on a prononcé souvent dans mon travail et que je prononcerai là aussi, d'une peinture très raffinée en fait. Il y a comme ça, cette chose de choses très choisies qui moi me touche. Ouais. Oui, pardon, je t'ai coupé la parole, je te laisse. Ah non, mais je te la redonne parce que tu vas nous parler de Gérard Tracandi. La peinture contemporaine française que tu aimes. On va parler de Pour l'Atrium. Donc c'est aussi Pour l'Atrium 2, tableau de 3,50 m sur 2,50 m, une nue sur toile qui date de 2022. Non, il y a plein de peintres contemporains, évidemment, que je regarde et que j'aime. Donc, c'est juste qu'il a fallu en choisir un. Et c'est juste que je me sens dans une famille assez proche de son travail, en fait. J'avais vu son exposition pendant le Covid au musée Cantini à Marseille, qui était absolument, enfin, pour moi, qui était très, très belle. Il se trouve qu'il vient aussi de la gravure, Gérard, qui a tout ce rapport, en fait, à l'impression et à l'image, au report de l'image, au transfert et tout,
du coup, qui, évidemment, enfin, ce sont des gestes que je comprends, que j'utilise aussi, en fait, de manière, pas de la même manière, mais enfin, ce sont les mêmes gestes, on va dire. Et c'est vrai enfin, l'expo était assez magistrale, en fait, à Cantigny, notamment dans des très grands formats, avec des couleurs, avec un rapport de jouissance à la couleur qui était du coup aussi une jouissance pour le spectateur. Enfin, c'était quand même, voilà, moi, c'était des choses qui me restent encore dans le fond de l'œil, de ce plaisir de voir de la peinture. Et du coup, ben oui, et c'est une peinture aussi très sans matière, une peinture comme ça très. Mais bon, je crois qu'il a fait un exercice avec Mireille. Comment ça s'appelle l'émission pour laquelle nous travaillons? Les Les apparences. apparences, Mireille Blanc recevait Gérard Tracandi dans l'émission numéro XX, hein, Non, peut-être. c'est aussi quelqu'un qui parle très bien de la peinture, qui est assez érudit Ouais. et j'ai toujours plaisir à l'entendre. Nous avons des sources communes et voilà, ça fait partie de la famille. Voilà, il y a quelque Mhm. part un oncle par là, quoi. D'accord. Ben, je conseille vraiment à tous nos spectatrices, spectateurs d'aller regarder cette émission, justement, enfin, cette conversation entre Mireille et Gérard, qui était effectivement très, très, tout en finesse. Enfin, c'était vraiment un très joli moment. On va passer aux questions. Niels va nous transmettre les différentes questions Oui, bien sûr. qui te sont posées. Oui, une première question par rapport au tout début du live, quand vous avez parlé d'un livre que vous avez publié, c'est pour savoir où il était disponible, s'il était disponible en librairie ou autre. Il faut regarder sur le Shelter Press, en fait, sur leur site. Shelter Press, c'est Shelter Press, P-E-R-2-S. Et c'est Felicia Atkinson et Bartholomé, j'ai un trou, Sanson, pardon, voilà, Ouais. qui sont à la tête de ces éditions, qui sont plutôt liées au son, mais qui font un super travail sur tout, quoi. Félicia Atkinson, grande musicienne et aussi un Oui, très oui. beau travail d'édition sonore, enfin, Shelter. Euh, allez-y. Je permets de montrer quelques pages parce que j'adore cette édition. Avec Merci. une hardcover tout en tissu, enfin, c'est vraiment un très bel ouvrage. Oui, du coup, on a le Orion lien dans le aveugle. chat. Une autre question, quelle est la place du rituel dans votre œuvre? Oh là. Alors, je sais pas, en fait, c'est un peu pour moi, je sais pas de quel rituel il s'agit, en fait. C'est juste, je suis quelqu'un d'assez maniaque, en fait. Alors, c'est peut-être pas le rituel dont la personne espérait entendre un retour, mais il y a un côté, pour moi, très préparation d'atelier et rituel au sens, peut-être avoir de la musique et me mettre dans un certain état de concentration, on va dire. Mais ça s'arrête là, en fait, ma croyance dans les rites n'est pas énorme. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est trop enfin, c'est une question peut-être un peu compliquée, je pense. Enfin, donc j'arrête là. En fait, je sais pas y répondre. Très bien. Par vos compositions, vos écarts, vous semblez éviter le tableau comme objet simple. Parce qu'il vous serait trop univoque? Non, 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 pas du tout. En fait, comme j'expliquais, en 2014, il y avait peut-être eu plusieurs séries qui vivaient de manière parallèle et à un moment, ça m'a paru en fait évident qu'il fallait un petit peu rajouter de la complexité et peut-être en les mélangeant ensemble. Mais ce qui a donné à des tableaux singuliers, en fait, seuls, qui existent seuls. Et en fait, chaque tableau existe aussi seul. Et d'ailleurs, dans l'exposition OSIA, qui a pu avoir des images où il y a un étage, en fait, où il y a plein de petits tableaux sur bois qui sont complètement, qui sont des tableaux qui vivent leur vie très très bien tout seuls. Donc non, en fait, chaque tableau existe comme un mot en fait seul. Et après, l'idée de la composition, c'est l'idée de faire une phrase. Mais chaque tableau contient sa force et sa propre intelligence. Voilà. Très bien, dernière question. Vous êtes très inspiré par le métal, cuivre et fond d'argent. Peut-être est-ce la relation forte que vous avez avec la gravure. Ne seriez-vous pas tenté par la contrainte de la pierre, granit ou marbre? Ah, j'adorerais si on parce que oui, oui, j'adorerais faire si on m'invite à faire
Après, il faut trouver le marbre, tout ça, mais j'adorerais travailler sur d'autres matériaux. Il se trouve que effectivement, le cuivre, ça fait 10 ans que ça nourrit ma pratique suite en fait à cette histoire de la gravure et cet apprentissage aux Beaux-Arts. Mais pourquoi pas? J'ai pas dit, mais par exemple là, je viens de finir une tapisserie avec Aubusson. Donc, je trouve que chaque matériau provoque, enfin, c'est une nouvelle rencontre en fait, hein, donc ça ouvre un spectre peut-être qu'on n'avait pas envisagé dans sa perspective de travail, hein. Alors, tout à fait. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live Twitch, mais un nouveau format que vous pourrez retrouver dès 18h sur la chaîne YouTube. Bien sûr, la chaîne des apparences. Une visite d'exposition d'1 heure entre Thomas, Marine Vallon et le peintre Pierre Moignard, pardon pour lui, dans son exposition personnelle en ce moment au musée Picasso. Dans 2 semaines, vous retrouverez également Cécilia Granara pour une interview de James Bleudet, dont on parlait donc il y a quelques minutes. Et vous pourrez retrouver aussi le replay de cette émission dans 1 heure sur YouTube. Et donc, merci Thomas et Audrey à la préparation et Niels pour la réalisation de cette émission. Et merci infiniment Anne-Laure et bonne soirée à toutes et à tous. Et j'ai un mot à dire, hein. J'ai un mot à dire parce que en fait, Damien, il a une exposition en ce moment à Chelles. Alors, ça s'appelle That Fearful Sound of Fire and Fire. Et c'est magnifique, j'ai vu des images. Donc, regardez sur les réseaux sociaux et allez à Chelles voir son expo. Et merci à toi, Damien, c'était un super plaisir. Merci Anne-Laure, merci à toi. Et merci à Thomas et merci à Niels. Bonne soirée. Bonne